Bonjour ou bonsoir à tous, je suis Orchidée et je reviens dans un nouvel audio aujourd'hui concernant la série Karma pour analyser l'épisode 13 de la saison 3. Donc c'était un épisode très attendu qui est encore riche en interprétations. Donc cette fois-ci je vais essayer d'être concise et je vais d'abord aborder le point de la santé mentale. Le thème de la santé mentale c'est un épisode dans lequel on voit que la gestion de la santé mentale n'est pas du tout maîtrisée dans beaucoup de sociétés. Et là on le voit à travers Malika qui déambule dans les rues toute seule et on voit qu'elle est totalement en détresse et malheureusement ça révèle une réelle carence au niveau des soins qui lui ont été apportés ou pas correctement ou pas sur une durée suffisante ou qu'elle n'en a peut-être même pas eu. Et donc moi la scène qui m'a marquée c'est celle où elle est assise avec Siam et Kani par terre et on voit qu'elle avoue enfin qu'elle vit dans une réalité alternative. Je vois cette scène comme une lueur de lucidité. Elle fait face enfin à ses blessures, à ses troubles psychologiques. Pour moi, c'est un premier pas vers une guérison, ou en tout cas une réelle détermination à gérer avec une aide médicalisée sa santé mentale. Enfin, enfin, elle devient plus lucide, et je la trouve plus lucide que ses deux amis qui ne veulent effectivement pas l'enfoncer davantage, mais en parallèle elles lui mentent en fait, elles ne sont pas du tout honnêtes avec elle, bien que l'on comprenne que ce soit délicat. Elles sont censées lui dire la vérité, lui dire que ses actions sont graves et qu'elle a besoin d'aide, mais non, en fait elles sont dans le déni elles-mêmes et ça fait du bien de voir Malika qui fait face à ses responsabilités, du moins pas à ses responsabilités, mais à la réalité de son état psychologique. Et on voit que l'action d'Ami d'avoir révélé la vérité finalement porte quand même de bons fruits, puisqu'elle est obligée de faire face à ses actes. Donc ça a sonné pour elle comme ça a résonné pour elle comme une claque, un déclic qui était nécessaire, sachant que beaucoup de thérapies peuvent échouer du fait que le patient malheureusement n'est pas dans une volonté d'avancer, de se comprendre, de guérir, d'améliorer sa situation. Et là, je pense que si elle part en thérapie, elle part par contre avec un psychiatre, je pense que cela pourra aboutir à des résultats probants cette fois-ci. Parce qu'on sent qu'elle est lucide par rapport à sa situation, elle est consciente et convaincue que son état de santé mentale est malheureusement déplorable. Et le fait qu'elle soit assise par terre, pour moi je le vois comme si elle était connectée au très fond de son âme. Il y a zéro fuite possible. Là elle est vraiment allée dans les méandres de son être. Elle voit enfin les ruines de son âme qui, une fois réparées, pourraient lui permettre de découvrir des vestiges en fait qu'elle a au fond d'elle, suite à un réel travail qu'elle pourrait faire sur elle et en étant constante surtout. Elle a besoin de stabilité, de travailler sur elle de manière constante, sans le faire à travers les autres ou à travers sa réalité alternative. Donc c'était vraiment une scène intéressante, mais il y a quand même un mais. On a l'impression qu'elle oscille entre sa prise de conscience et ses dérives. Donc à voir. Est-ce qu'elle va pouvoir maintenir cette lucidité-là et est-ce qu'elle va partir faire un réel travail sur elle, se faire interner, avouer ce qu'elle a fait et en assumer les conséquences, ou va-t-elle continuer à
fomenter des plans pour détruire Ami, pour faire du mal autour d'elle, pour se soulager entre guillemets de ses douleurs. Donc c'était vraiment très intéressant et je trouve que la santé mentale est très très mal gérée dans beaucoup de sociétés. En fait, la santé mentale, selon moi, faut le voir comme prendre soin de son corps en fait. Tout comme on fait attention à notre alimentation, on fait attention à notre hygiène corporelle. C'est comme ça qu'on doit faire attention, selon moi encore, c'est comme mon avis, c'est comme ça qu'on doit faire attention à notre santé mentale. Et là, dans cette scène, contrairement à l'épisode où elle était assise face à la piscine avec Siam et Kani, par rapport à l'interprétation que j'y avais donnée d'un point de vue islamique, étant donné que dans l'islam, il est indiqué que pour chaque humain, comme je l'avais déjà évoqué, il y a effectivement 2 anges, l'ange de gauche qui soupèse les mauvaises actions et l'ange de droite les bonnes actions. Là, c'est intéressant parce qu'il y a eu une inversion des positions. Il y a une inversion de la latéralité au niveau de Siam et de Kani, puisque là effectivement maintenant que Malika commence à avoir les idées un peu plus claires et qu'elle est plus lucide sur son état mental, on voit que c'est Siam qui est plus posée, plus positive, qui est bien à sa droite, et Kani qui est plus volcanique, qui la pousse plus à être impulsive, qui l'encourage du moins dans son impulsivité, qui elle est à sa gauche. Donc on voit qu'il y a des liens, du moins moi c'est comme ça que je vois des liens entre les épisodes et c'est vraiment agréable. Et nous, en tant que spectateurs, on voit Siam cette fois-ci du côté gauche. Est-ce que cela voudrait dire qu'on va bientôt découvrir le côté sombre de Siam ou un secret qu'elle cache? Parce que je le sens bien, il y a bien quelque chose qui va clocher, hein. Ce personnage ne va pas être aussi lisse que cela et il va bien falloir quelque chose à découvrir, hein, la concernant de moins reluisant. Peut-être, du moins, ça reste encore une hypothèse. Un autre point intéressant, donc on découvre que celle qui est avec Majib, l'infirmière donc, serait donc un sosie uniquement. Elle s'appelle Ndela. Et bien sûr, sans surprise, c'est Mansour qui est derrière tout ça. Donc comme on l'avait vu, hein, comme je l'avais évoqué dans la vidéo intitulée Les alliances empoisonnées, effectivement c'est bien Mansour qui est derrière tout ça. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle. Bon, concernant Anna, que c'est un sosie, on verra par la suite si c'est vraiment un sosie. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'on a assez parlé des hypothèses concernant Anna. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est Mansour. Comment il a tous ces éléments de vie concernant Majib, et depuis combien de temps il est en contact avec cette fameuse Ndela, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas à leur coup d'essai, hein, à la fin de l'épisode. Mais il a beaucoup trop de détails, et ce qui m'emmène à penser à Diaz. Donc là on va enchaîner, on va partir sur l'analyse de la scène entre Diaz et Ami, et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je trouve Diaz suspect. On voit déjà dans cette scène qu'il arrive par derrière, pas face à Ami mais par derrière, et c'est l'emplacement de quelqu'un de fourbe qui complote dans le dos, hein, de quelqu'un, ou qui n'est pas sincère. Donc sa position et puis le fait qu'il soit au niveau de la porte, comme s'il avait un pied dedans, donc un pied dans l'amitié avec Ami et un pied dehors, un pied avec ses ennemis.
voilà, ça me laisse quand même perplexe. Et on sait que c'est le seul qui connaît la totalité, qui a connu la totalité des détails de l'histoire d'Ami et de sa cousine Anna, impliquant la mère, également impliquant la mère de Majib. C'est lui qui a accès à ces détails-là depuis le tout début. Donc, je me pose des questions concernant le rôle de Diaz. Est-ce qu'il est vraiment l'allié d'Ami ? J'ai un gros doute, vraiment, je vous l'avoue. Et on voit en fait dans cette scène qu'il a une once de rancune envers Ami. Il la considère comme redevable. Il insiste sur le fait qu'il ait fait des sacrifices. C'est étonnant venant d'un ami. Normalement, quand on aide, qu'on fait certaines choses hors normes pour ses proches, c'est pas pour leur répéter sans cesse qu'on s'est sacrifié. Non, on le fait parce qu'on les aime, parce que par bonté de cœur, et c'est pas pour leur rappeler sans cesse qu'on a fait des sacrifices entre guillemets pour eux. Et quand il parle, on voit que lorsqu'il parle à Ami, le visage d'Ami devient flou, et vice versa, quand Ami s'adresse à lui, c'est son visage à lui qui devient flou. Donc c'est comme s'il y avait une ombre qui flottait au-dessus d'eux, comme s'il y avait un mur invisible, selon mon interprétation, qui équivaudrait à une trahison, ce qui fait référence au titre de ma vidéo, parce qu'il y a un autre cas dont on va parler de manière plus approfondie dans cette vidéo. Mais effectivement, c'est comme s'il y avait une trahison latente qui était là et entre eux. On voit qu'il ne... Du moins, moi, je ressens qu'il ne lui porte pas que de l'amour. Je peux me tromper, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il a une sorte de grief contre elle, comme s'il cachait quelque chose. Et je pense que ses intentions ne sont pas totalement nobles. C'est comme s'il œuvrait dans l'ombre pour le mal, et comme on le voit, il est habillé tout en noir. Et un autre point important, c'est qu'il manque de sincérité, clairement. Parce qu'il reproche à Ami d'avoir publié cette fameuse vidéo qui incrimine Malika, mais il lui reproche cela une fois que lui, il a fait le plus gros du travail et qu'il a aidé Ami dans ce plan, dans ce projet. Donc un réel ami l'en aurait dissuadé dès le départ si, selon lui, ce n'était pas une bonne idée. Pourquoi le fait-il ? Pourquoi lui reproche-t-il cela une fois qu'il l'a aidé à faire... à publier cette vidéo? Il aurait dû refuser d'emblée, en fait. Et la scène, la dernière scène entre eux, qui ne me laisse quasiment plus de doute, parce qu'on n'est pas à l'abri de surprise avec Marodi, donc j'ai dit bien quasiment plus de doute, c'est le fait qu'ils se tiennent la main, et qu'ensuite, lorsqu'il se lâche les mains, il simule de tirer en fait sur Ami. Il fait signe de lui tirer dessus. Donc moi je le vois comme voilà, pour moi c'est quasiment flagrant, mais on le verra dans les épisodes suivants. On verra ce qui se passera. Mais j'ai vraiment un gros doute sur ce personnage. Une autre scène intéressante, c'est la scène entre Ndeye-Marie et Boris. On voit que chacun prêche pour sa paroisse. On voit que Boris est inquiet, il découvre que les femmes peuvent être cruelles. Et Ndeye-Marie, elle prêche pour sa paroisse lorsqu'elle parle du ressenti, lorsqu'elle s'enquiert du ressenti de Malika. Elle lui dit « Et Malika, tu te demandes pas dans quel état elle est, elle également ?» Voilà, on comprend clairement qu'elle se projette à travers Malika au vu de ce qu'elle a fait à Boris dans son dos. Et elle sait au moins à quoi s'attendre. Parce que Boris est très clair, il dit qu'il ne comprend pas que Majib soit encore en couple avec Malika. Donc là, on voit encore un trait de facette très intéressant de Boris. Et c'est très bien joué parce que il
il parle avec une telle conviction et avec une telle assurance. À partir du moment où il se lève, on voit qu'il y a comme une mouche qui l'a piqué. Il est passé de la position assise à la position debout. Il se met debout et puis il dit qu'il ne comprend pas pourquoi Majib reste encore avec Malika. Donc on voit clairement qu'il n'est pas... il n'est pas aussi faible qu'on aurait pu le croire et ce n'est pas une personnalité qui reste en couple juste pour rester en couple en dépit de tout. Il a une vision saine du couple, il n'est pas prêt à tout supporter juste pour être en couple. Et donc je suis prête à parier qu'il pourrait mettre fin à sa relation avec Ndeye-Marie si, selon lui, ce qu'elle a fait est insupportable et un réel manque de respect. Je ne pense pas qu'il se forcera à rester dans ce mariage si effectivement il ressent les choses ainsi comme une grande trahison. Donc à voir. Et on voit que ça reste une belle personne, avec le câlin qu'il fait à Ndeye-Marie, les baisers sur ses mains. Donc à travers cette scène, on peut prévoir que la chute pour lui va être rude lorsqu'il va apprendre la vérité. Mais ensuite, comment il réagira? Est-ce qu'il mettra fin à leur relation? Oui ou non? À voir. Et une autre scène intéressante, c'est Ndeye-Marie face à sa mère. Je trouve Ndeye-Marie injuste face à sa mère, dans le sens où, à nouveau, elle rejette sur les autres les conséquences de ses erreurs, les conséquences de ses décisions, au lieu de prendre à pleine main ses responsabilités. Elle trouve toujours un coupable extérieur à elle. Elle trouve toujours un responsable extérieur à elle. Et tant qu'elle continuera dans cette dynamique-là, elle n'arrivera à rien de bon dans ses relations interpersonnelles et dans son rapport à elle-même. Donc il faut vraiment qu'elle prenne en maturité à ce niveau. Elle aussi, elle a besoin d'une thérapie. Je suis désolée, elle a besoin d'une thérapie et ça lui fera le plus grand bien. Et dans cette scène, il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais relever. On a l'impression qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Ndeye-Marie et de son père, à travers les lampes qui sont accrochées au mur et ornées de moulures, ces lampes dorées qui sont au-dessus de la tête de chacun des deux protagonistes. Donc on a Ndeye-Marie donc avec cette épée de Damoclès, donc moi c'est comme ça que je l'interprète. Cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête pourrait faire référence au fait qu'elle a une vérité à avouer à Boris, qui pourrait effectivement lui coûter cher, parce qu'il semblerait qu'elle commence à s'enquérir de son couple un minimum. Et je le vois également comme je vois cette épée de Damoclès comme si elle représentait Aziz qui pourrait révéler, avant qu'elle n'ait le temps de le faire, qui pourrait révéler toute la vérité à Boris avant qu'elle n'ait le temps de le faire, ce qui fera plus mal, bien entendu, ce qui fera beaucoup plus mal à Boris. Et à ce moment-là, je pense qu'elle perdra son mari, et c'est au moment où elle le perdra qu'elle se rendra compte de sa valeur, et il sera peut-être trop tard. Et l'épée de Damoclès du point de vue du père, donc de Ndeye-Marie, je le vois comme le fait qu'il ait ce poids en lui par rapport au secret que sa fille lui est confié, et qu'en cas de dénouement malheureux de la situation, il sera aussi impacté puisqu'il est très complice avec elle. Il le vivra comme un échec en tant que père. Et une deuxième interprétation de cette épée de Damoclès serait qu'il est impliqué dans le kidnapping de Majib, comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, et que l'étau serait en train de se resserrer sur lui l'air de rien. Et les indices qui m'emmènent à penser cela
mais je n'en suis pas sûre, hein, c'est vraiment une hypothèse, c'est que j'ai remarqué que dans cette scène, on voit qu'il est, on voit l'écran noir de la télé derrière lui. Et c'est un indice que j'ai vu revenir à plusieurs reprises pour les personnes qui étaient impliquées de près ou de loin dans le kidnapping de Majib. Par exemple, là je vous mets l'image, on voit dans l'épisode précédent, lors de la conversation entre Shérif et Kani, on voit que Shérif est placé au niveau de l'écran noir également de la télé. Durant cette scène, là on voit le père de Ndeye également, et en parallèle dans l'épisode où Mansour était en train de regarder la télé et que justement un journaliste faisait état de ce qui se passait dans le pays par rapport au carjacking et qu'il était stressé, Mansour, il était aussi devant une télé. Et donc ça nous ramène aux premiers épisodes, je ne sais plus c'était lequel, où effectivement on voit une scène d'un journaliste qui au niveau qui à la télé fait part des agressions qui se multipliaient dans le pays. Donc en fait c'est cet indice là de la télévision qui me fait aussi, entre autres, penser que le père de Ndeye serait peut-être, je dis bien peut-être, impliqué, ou peut-être que cet indice-là fait juste référence au fait que Mansour est son beau-fils tout simplement, et que ça va forcément impacter l'équilibre de leur famille, puisqu'ils ils vont découvrir la culpabilité de Mansour. Donc ça peut être aussi tout simplement ça, sans chercher trop loin. Un point intéressant dans cette scène aussi, c'est le fait que le père de Ndeye est au niveau de la porte qui est entrouverte. On voit qu'il ne la referme pas lorsque Ndeye entre. Mais moi tout de suite je me suis dit, s'il n'a pas refermé la porte, c'est sûrement parce qu'il a révélé le secret de Ndeye à sa femme. Et effectivement, donc le fait que la porte soit entrouverte, c'est comme si ça voulait illustrer, selon moi, qu'il laisse fuiter des informations lorsqu'on lui en confie. Et on voit que Ndeye n'apprécie pas qu'il l'ait dit à sa mère. Mais bon, c'était, on va dire, peut-être quasiment inévitable. Entre mari et femme, il y a beaucoup de choses qui fuitent. Donc, Ndeye a dû faire face à sa mère. Et je pense que après coup, ça sera pour son plus grand bien et qu'elle réfléchira à ce que sa mère lui a dit. Sa mère lui a dit quand même des vérités qu'il fallait qu'elle entende, voilà. Un autre point intéressant, c'est le shérif. Shérif, bon, je vais pas m'attarder dessus, mais Shérif est vraiment décevant. Shérif est une plante verte et on le voit clairement dans cet épisode. Derrière lui, il est entouré de plantes. Shérif est une plante verte comme on peut faire référence à l'expression plante verte, qui veut dire quelqu'un qui n'est pas dans l'action, une personne inerte, sans personnalité, sans saveur. Malheureusement, Shérif, c'est un personnage que j'aime bien, mais là, effectivement, c'est le pantin de tout le monde lui dicte ses actes, il se laisse dicter ses actes par tout le monde, il se laisse faire, et ça nous ramène à sa relation avec sa mère. Je pense que ça vient c'est très profond. Et ça vient de son rapport à sa mère qu'on a vu plusieurs fois dans la saison précédente ou même dans la première saison. On voit que sa mère est assez castratrice avec lui. Et ça expliquerait pourquoi il est attiré par Kani également, qui lui parle de manière irrespectueuse, qui le traite sans douceur, sans compassion, sans respect. Il est attiré par une femme qui aussi le rabaisse, le commande. Donc on voit encore une interprétation psychologique très très intéressante dans cet épisode. Enfin, une scène
on va dire oui, qui est quand même intéressante, c'est celle entre Bati Massamba et Siam. On voit que du côté de Siam, il y a plus de clarté en arrière-plan que du côté de Bati Massamba. Lui de son côté, voilà, l'arrière-plan est assez sombre pour moi, donc c'est comme ça voudrait cette différence d'éclairage pour moi voudrait dire qu'il n'y aura pas d'histoire entre eux. Moi j'y crois pas trop, je sens pas cette alchimie là. Je pense que Bati Massamba la voit plus comme une petite sœur. Il a un lien platonique, il a une relation platonique avec elle, pleine d'affection sûrement, mais sans plus, alors que Siam, elle, de son côté, au vu de l'arrière-plan beaucoup plus clair, il y a une réelle étincelle de son côté, mais c'est une étincelle unique, elle n'est pas bilatérale. Alors, la scène qui, moi, m'a le plus marquée et qui est la plus riche en interprétation, et c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, c'est la scène entre Mai et ses beaux-parents. Cette scène, je la trouve incroyable, et je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, on voit que c'est une scène qui a un arrière-goût de nostalgie, comme si c'était un moment convivial, chaleureux, qui n'allait plus se reproduire, que ça allait être le dernier. Et cette scène m'a fait penser à la scène. La scène, donc C-E, accent grave, N-E, donc le tableau. Le tableau peint par Léonard de Vinci, qui représente Jésus accompagné de ses 12 apôtres lors d'un dîner. Je vous mets l'image effectivement sur l'écran. Et on voit en fait que pourquoi ça me fait penser à ce tableau, je vais vous le dire. Déjà, d'une part, on voit que la maman de Lamine, pendant toute cette scène, a un tableau derrière elle. À chaque fois qu'on la filme, on voit clairement ce tableau en arrière-plan. Et là, ça m'aura fait penser à la scène de Léonard de Vinci, tout simplement par rapport au dîner, et ça ramène au titre que j'ai donné à cette vidéo. Donc ça ramène au tableau de Léonard de Vinci qui représentait Jésus qui soupait avec ses 12 apôtres. Et lors de ce dîner, Jésus avait effectivement dit « Je vous le dis en vérité, l'un d'entre vous qui mange avec moi me livrera. » Donc pour ceux qui sont chrétiens, ou on n'est pas obligé d'être chrétien pour connaître ça, c'est dans le livre de Marc chapitre 14. Loin de moi de faire un cours biblique, pas du tout, c'est vraiment une référence avec une interprétation artistique par rapport à la série. Et donc c'est vraiment intéressant parce que on voit que dans cet épisode, Mai est souriante, elle est sereine. Et Jésus, sur la représentation, en tout cas, qu'en a fait Léonard de Vinci, a un visage serein aussi, sur ce tableau. Un autre indice qui me fait interpréter de cette manière, sous le prisme du christianisme, cette scène, c'est lorsqu'on voit que la maman de Lamine se souvient du mal qu'elle a fait à Mai, et qu'on revoit la scène où Mai est en train de boire la tisane, le thé qu'elle lui a préparé. On voit que Mai a des boucles d'oreilles qui pour moi font penser au signe de la croix. Un autre indice, c'est l'angle par lequel la scène a été filmée. La manière dont on filme Mai en fait me fait penser à la position qu'a donnée Léonard de Vinci sur le tableau de la scène. On voit que Jésus est le point de fuite central vers lequel convergent toutes les lignes de force sur ce tableau. Et de cette même manière, on voit que Mai est filmée de manière à attirer le regard. Elle est au centre de l'attention, la caméra est vraiment orientée vers elle, bien que son beau-père
occupe la place normalement centrale de patriarche, qui est occupée en général par les pères de famille à table, hein. Là, et par l'hôte, là effectivement toute l'attention est attirée vers Maï. Un autre point qui me fait penser à ce tableau de la scène et à l'entrée en action donc de Judas, c'est le parallélisme avec donc la belle-mère de Maï, qui d'une part a agi avec impulsivité et avec machiavélisme. Elle a fait fi de toute morale. Elle a sacrifié Maï. Deuxièmement, elle a agi ensuite avec hypocrisie, en feignant une certaine affection vers elle. Je pense pas qu'elle déteste Maï, je pense même qu'elle aime quelque part Maï, mais dans ce moment d'égarement-là, elle a totalement mis de côté ce minimum d'affection qu'elle pourrait avoir pour Maï, ou même qu'elle pourrait avoir envers n'importe quel être humain, tout simplement. Tout simplement, elle a vraiment mis de côté, elle a vraiment occulté tout cela, et elle s'est mise en mode hypocrite, sans sentiment, pour qu'ensuite la culpabilité la rattrape et la rende mentalement agonisante. On voit qu'elle est vraiment mal, et je trouve ces images que je vous mets sur l'écran magnifiques, où on voit que sa culpabilité la travaille tellement qu'elle est en train de voir son fils qui est agonisant, Maï qui la pointe du doigt, donc vraiment sa conscience la travaille, est en train de la détruire. Et ça nous ramène à Judas. Judas, peut-être que vous le savez ou pas, mais Judas s'est suicidé en fait. C'est la fin, c'est le sort de Judas s'est soldé par un suicide. Et donc, lorsque la mère de Maï, c'est très intéressant parce que lorsque la mère de Lamine, vient et semble vouloir tout avouer à Maï, la scène a été coupée. Donc ça me fait penser au suicide, puisque c'est une scène qui est coupée de manière abrupte, et on peut se demander qu'est-ce qui va se passer derrière. Est-ce que d'une part, donc il y a plusieurs interprétations, j'en ai noté 3, est-ce que d'une part ce suicide de Judas va faire référence au fait que la mère de Lamine ne va pas pouvoir finalement révéler son secret à Maï, tout simplement parce qu'elle va faire un malaise au vu de tout le stress que cela lui a généré pendant tous ces mois, et elle va peut-être faire un malaise qui va la conduire au décès, tout simplement. Deuxième hypothèse, est-ce que ce suicide de Judas va être illustré par le fait que la belle-mère de Maï va se sacrifier d'un point de vue mystique. Peut-être qu'au village, peut-être qu'on nous montrera par la suite, peut-être qu'elle a demandé à ce que le sort soit mis sur elle, s'abatte sur elle, et finalement c'est elle qui va trépasser. Troisième hypothèse, ça peut être un suicide symbolique, dans le sens où elle va mourir aux yeux de Maï de manière symbolique lorsqu'elle va tout lui avouer, et Maï va la fuir, va couper les ponts de manière définitive avec elle, et va l'empêcher d'approcher son petit-fils. Et de ce fait, elle va mourir intérieurement et de manière symbolique. Elle va mourir socialement déjà, parce que familialement parlant, elle n'aura plus du tout son petit-fils, sa belle-fille, elle n'aura plus cette famille, ce cocon apparent,
encore une fois, parce qu'il y a quand même une grave trahison. Ce cocon apparent qu'on voit dans cette scène à table où ils dînent tous ensemble, donc manger à la table de Judas, on se reporte au titre de la vidéo. Donc il va avoir, selon moi, pour cette troisième hypothèse, peut-être tout simplement un suicide social, familial, quand ça va être su, même par les parents de Maï. Et elle va perdre donc tous ses proches, donc elle va perdre Maï, son petit-fils, et elle va peut-être même perdre Lamine, qui pour sauver son couple va suivre Maï, ne voudra pas perdre son enfant et sa femme, et va couper les ponts avec ses parents. Donc c'est une hypothèse, j'ai vraiment hâte de voir la suite, et j'ai bon espoir pour l'avenir de Maï, parce que dans cette scène, lors du dîner, on voit que derrière Maï, il y a une lumière, il y a une lueur au niveau de la porte derrière elle, et la porte est ouverte, ce qui veut dire que peut-être elle a encore de l'avenir devant elle et qu'elle va pouvoir s'en sortir et se relever. C'est tout ce qu'on lui souhaite dans tous les cas. J'ai hâte de voir la suite. Cet épisode était encore très intéressant. Si vous avez des commentaires que vous souhaitez laisser, vous êtes les bienvenus. C'est avec plaisir que je vous lis. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vois que vous regardez les vidéos précédentes et je vous en remercie. C'est très encourageant et ça m'encourage à vous faire des vidéos avec encore plus de motivation. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Prenez soin de vous surtout et à bientôt. Au revoir.